L'échiquier international, soyez les bienvenus. Depuis une semaine, une énième couche de complexité vient de se poser sur la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Le coup de force du 26 juillet dernier au Niger, délogeant Mohamed Bazoum en installant le général Abdurrahman Tiani à la tête de l'État, a mis, quelles que soient les postures des dirigeants de la région, cette région sous tension. La CEDEAO, emmenée par le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, a donné un ultimatum d'une semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel au risque d'une intervention musclée. Ultimatum qui a pris fin hier soir. Le Niger, tout en brandissant les menaces, à son tour a décidé de fermer son espace aérien. De son côté, l'Algérie, pays voisin du Niger, a mis en garde contre toute option militaire dans le secteur, tout en prônant un retour au cadre constitutionnel. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée aussi, le triumvirat dirigé par des militaires ont déclaré qu'une intervention musclée serait tout bonnement une déclaration de guerre à leur rencontre. Vous l'avez compris, c'est toute une région qui est aux prises à une tension généralisée. On tentera de dénouer la situation avec nos invités du jour dans un moment. En effet, la situation au Niger risque de provoquer une division sur toute une grande bande sahélienne et au-delà. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le journaliste nigérien à partir de Paris, Seddeq Abba. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Vous serez rejoint pour nourrir les échanges avec le politologue Abdelkader Soufi par téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous, à tous nos chers amis auditeurs de la télévision internationale algérienne. Bienvenue à vous. Mais avant d'entamer les échanges, messieurs, je vous laisse écouter ce court extrait du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. طبعا تهديد مباشر للجزائر. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبه للتدخل العسكري. والناس يعني الناس اللي عاقلين الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم يعني ما زال مشاكل مطروحه فيها ما زال دول متشعبه ما دام كذا ما زال شوف ليبيا شوف سوريا التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. Abdelkader Soufi, commençons par vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, met en garde contre une intervention militaire étrangère. Il rappelle les expériences malheureuses des interventions en Libye. Est-ce qu'on peut croire à l'heure actuelle que l'option diplomatique concernant le Niger est toujours d'actualité? On devrait, quand bien même ne pas traiter ce genre de coup d'État là où il est, mais il y a des institutions régionales et internationales qui sont aptes à jouer ce rôle, notamment l'Union africaine, il y a l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité de l'Union africaine, et en plus, on pouvait toujours faire appel à des sages pour intercéder en faveur des belligérants pour trouver une solution adéquate. Mais en aucun cas, la solution ne peut être musclée en ayant recours à la force. Nous savons très bien le recours à la force, ce qui l'engendre. Nous savons quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains et à travers le monde en souffrent de l'intervention militaire là où c'était, quel que soit le motif invoqué. La Libye à côté, aujourd'hui le Soudan, la Syrie, l'Irak, à titre d'exemple, comme le citait le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n'a fait qu'envenimer les choses. Maintenant, toute forme d'intervention musclée ne peut avoir qu'une seule lecture. La lecture, c'est défendre des intérêts économiques de certains acteurs qui poussent la CEDEAO à intervenir sur le terrain. Notamment, on voit très bien la discorde qui existe entre les populations, entre les groupes parlementaires et les décideurs dans certains pays africains. Et je ne crois pas que cette intervention puisse aller
dans le sens escompté, ni par les forces internationales, ni par le groupe des CEDEAO, avec la montée du panafricanisme, ce sentiment de rejet des forces exogènes, notamment la France. Il est dit clair que c'est la France. Et on a l'impression, justement, que ce coup d'État s'est produit à Paris, non pas à Miami. Et c'est pourquoi Paris essaie de pousser de toutes ses forces le groupe de la CEDEAO et même d'autres pays en dehors de la CEDEAO pour exercer une pression ou pour intervenir militairement, car nous le savons maintenant que le point faible et le point focal, ce qui est le dernier bastion de Paris militairement, c'est bien le Niger. Si elle perd le Niger, elle va perdre toute la CEDEAO, elle va perdre toute l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le reste des colonies économiques. Mais avant, c'est dire, Abal, je voudrais qu'on reste un peu encore sur la CEDEAO qui a donné une semaine pour revenir au cadre constitutionnel. L'ultimatum a expiré hier. À quoi peut-on s'attendre maintenant, précisant que la CEDEAO compte organiser une rencontre ce jeudi à Abuja? Oui, la CEDEAO va organiser une rencontre à Abuja pour évaluer la situation et pour prendre acte qu'il n'a pas été possible, à l'expiration de l'ultimatum hier à minuit, d'engager une opération militaire, à la fois compte tenu de résistances qui ont été exprimées, notamment par des pays comme l'Algérie, d'autres pays, et surtout l'impopularité de cette option à l'intérieur du territoire nigérien lui-même, puisqu'il y a un fort consensus sur le plan national pour s'opposer à une intervention de la CEDEAO militaire, bien sûr, qui apporterait plus de problèmes qu'elle ne résoudra la crise d'aujourd'hui. Vous savez, le Niger est un pays particulier parce qu'il est à la fois frontalier de l'Afrique du Nord avec comme voisins l'Algérie et la Libye, frontalier de l'Afrique centrale et se situe en Afrique de l'Ouest. Donc une déstabilisation du Niger entraînerait une déstabilisation de 3 des 5 régions du continent africain. Et personne ne peut rester indifférent au risque aujourd'hui de déstabilisation qu'il y a, à mon avis. Et les chefs d'État, quand ils vont se réunir jeudi à Abuja, ils vont examiner et ils vont, à mon avis, conforter tous les appels à la solution diplomatique que le monde entier est en train de prôner. Personne ne veut d'un coup d'État et on ne voudrait pas que les coups d'État deviennent le mode d'accession au pouvoir en Afrique de l'Ouest, mais personne non plus ne veut d'une intervention qui pourrait provoquer le chaos. On a besoin de démocratie, mais on n'a pas besoin d'une démocratie dans le chaos, parce que pour pouvoir jouir de la démocratie, de ses avantages, de ses bienfaits, il faut d'abord qu'il ait la stabilité, il faut qu'il ait la cohésion sociale. Or, l'intervention qui est envisagée aujourd'hui ne peut que créer une situation de chaos qui va déstabiliser au-delà du Niger l'ensemble de la sous-région. Mais plus concrètement, c'est-à-dire, Abba, qu'est-ce qui nous reste comme scénario? Plus concrètement, plus on s'éloigne dans le temps, plus on a l'impression qu'un retour éventuel de Mohamed Bazoum à la tête de l'État serait un peu délicat. Même un retour en tant que président, ça serait un Bazoum sacrément fragilisé. C'est exact, votre analyse est exacte. Maintenant, il faut trouver les moyens de préserver le retour à la démocratie, la consécration de la démocratie. Beaucoup de scénarios peuvent être envisagés dans le cadre d'une discussion. Je n'ai pas, moi, les schémas les meilleurs, mais il faut voir quels sont les scénarios. Lorsqu'on s'engage dans une négociation, aujourd'hui, nous avons 2 positions extrêmes. La communauté internationale qui voudrait d'un retour du président Bazoum au pouvoir, et c'est tout à fait légitime. La junte qui s'est installée, qui a pris tous les leviers du pouvoir. Et comme vous avez dit, chaque jour qui passe conforte la junte, elle a pris tous les leviers du pouvoir, elle est devenue un acteur incontournable. Et à côté de ces 2 positions tranchées, il faut trouver des voies médianes, il faut trouver une porte de sortie qui ne satisfait personne, parce qu'on ne peut ni satisfaire la communauté internationale ni la junte. Mais il y a des canaux de discussion et ces canaux de discussion doivent être épuisés avant d'envisager une solution. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il y a eu une seule session de discussion à Niamey le jeudi dernier entre la délégation de la junte qui était conduite par l'actuel chef d'état-major Moussa Salo Barmou et la délégation de la CEDEAO qui était conduite par l'ancien chef de l'État nigérien Abdou-Salami Aboubakar, secondé par le sultan de Sokoto. Il y a eu un seul round de discussion.
manifestement, ça ne suffit pas pour épuiser une crise comme celle du Niger. Il faut 2 jours, il faut 1 jour et demi, je ne sais pas. Mais on n'a pas épuisé. Le sentiment qu'on a aujourd'hui en tant qu'analyste, c'est qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de discussion avant d'envisager une solution militaire qui serait catastrophique comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Justement, cet après-midi, nous avons posé la question à Antoine Glanzer qui couvre l'Afrique depuis 40 ans pour avoir son avis sur ce qui pourrait advenir au Niger après la fin de cet ultimatum de la CEDEAO. On l'écoute. C'est évident que je n'ai pas jamais cru que finalement la CEDEAO allait intervenir comme ça à la fin de l'ultimatum. D'abord, il faut savoir que ces états-majors de la CEDEAO ils viennent juste de se réunir très récemment. Je veux dire, même si on sait que c'est le puissant Nigeria qui sera sans aucun doute le fer de lance s'il y a une intervention au Niger. Mais je veux dire, il y a une coordination quand même avec les pays les plus allants ou ceux qui ont manifesté vraiment leur intention de participer, en particulier le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a toujours l'épée de Damoclès d'une intervention militaire. Abdelkader Soufi, ce coup de force au Niger de la semaine dernière a également pointé peut-être le manque de cohésion de la CEDEAO qui a vite fait de parler d'intervention militaire. D'un côté, on a le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, voire le Niger maintenant, qui pourraient quitter le groupe à l'avenir, voire le Togo aussi. Quel que soit le dénouement de la crise, la crédibilité du groupe est un peu écornée. Le Mali a quitté le G5 au Sahel à cause de ce genre de dissension. Oui, absolument. D'abord, avant de parler de cela, disons que l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso sont catégoriques contre tout type d'intervention au Niger. Ensuite, nous savons que les parlements du Sénégal et du Nigeria sont tout à fait contre tout type d'intervention dans les forces de la CEDEAO au Niger. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes devant une situation de fait accompli. C'est que nous avons Tiani et le groupe de transition d'un côté, et nous avons le président déchu de l'autre côté. Moi, je dirais, il faudrait préserver Bazoum, mais il faudrait préserver aussi Tiani. Pour ce faire, je crois que l'Algérie devrait et doit peser de tout son poids diplomatique pour trouver une solution la plus rapide. Je ne crois pas qu'on puisse aller vers un retour de Bazoum au pouvoir, ne serait-ce que dans un récent avenir, ni voir le groupe de transition s'autoproclamer comme étant un gouvernement définitif pour le Niger. Le plus important, c'est qu'on devrait trouver la voie médiane qui permettrait aux Nigériens, le plus rapidement possible, dans un délai de 1, 2, voire 3 mois maximum, d'aller vers des élections présidentielles anticipées et, par conséquent, donc, entériner la hache de guerre définitivement, que ce soit avec les facteurs endogènes ou les facteurs exogènes, et éteindre cette folie qui est poussée, nous le savons tous, par une puissance européenne qui se prétend une force plus que les pays africains et qui pousse justement à ce drame, parce que si la CEDEAO intervient au Niger, sachant que le Burkina Faso et le Mali ont définitivement marqué leur position de défendre corps et âme le Niger, ce qui donnerait une escalade plus une guerre intraparticide entre les Africains, et cela n'a jamais été de par le passé, et on n'acceptera jamais qu'il y ait une guerre intra-africaine qui permettrait l'émergence ou le retour des intérêts occidentaux, des intérêts qui ne vont en aucun cas arranger la situation. Justement, ce débat sur cette division des pays africains, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les positions des uns et des autres. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée est contre l'option militaire. La Mauritanie aussi, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup. L'Algérie opte pour la légitimité du droit régalien, mais met en garde contre une intervention militaire.
Côte d'Ivoire, le Nigeria et pour le Bénin est un émissaire ainsi que le Tchad. Beaucoup de pays n'ont pas avancé de position, comme le Ghana par exemple. C'est un vrai défi politique qui est posé à l'ensemble de ces pays africains aujourd'hui. Oui, c'est un vrai défi parce que entre l'ambition de consolider la démocratie, de préserver la légitimité et d'empêcher que les coups d'État deviennent le mode de dévolution du pouvoir, puisqu'il y en a eu 6 maintenant en 3 ans. Entre août 2020 et août 2023, il y a eu 6 coups d'État en Afrique de l'Ouest. 2 au Mali en août 2020 et en mai 2021, 2 au Burkina Faso en janvier 2022 et en septembre 2022, 1 au Ghana, 1 en Guinée en septembre 2021 et puis le tout dernier en juillet 2023 au Niger. Donc, c'est vrai qu'il y a une volonté de mettre un terme à cela. Mais à côté de cette volonté, il y a le pragmatisme qui veut, comme l'a expliqué mon co-débatteur tout de suite, la possibilité de ramener un pouvoir qui a été renversé après tant de peut avoir des défis, peut poser des défis à l'avenir. Comment, si le pouvoir était rétabli par la force, comment va se faire la gestion du pouvoir? Comment vont se faire un certain nombre de choses? C'est des vrais défis. Donc, il y a des pays qui ont fait le choix, justement, de dire que tout en défendant le principe de la démocratie et de l'ordre, il faut regarder les choses et ne pas simplement envisager la position, l'option militaire. Et le soutien qui a été apporté par les régimes militaires de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Mali, le Burkina et la Guinée au régime nigérien actuel, fait qu'il y a effectivement une ligne de fracture et une ligne de division. Aujourd'hui, au-delà de la crise nigérienne, même si on parvenait à la dénouer, ce qui est en jeu, c'est la cohésion de la CEDEAO après cet épisode. Même si on arrivait à conduire une transition normale au Mali, au Burkina, en Guinée et au Niger, est-ce que la CEDEAO pourra se sortir sans laisser de plume de cette situation de coup d'État que nous avons connu de façon un peu permanente dans la région? Alors Abdelkader Soufi, il y a un pays dont on parle beaucoup qui veut faire montre de sa puissance, un pays qui vient d'élire un nouveau chef d'État et qui prône, lui, je parle de Tinubu, qui prône, lui, une intervention militaire. C'est un pays riche en pétrole et qui a une armée de 150 000 hommes, qui a l'habitude d'intervenir dans les pays voisins ou un peu lointains comme la Sierra Leone ou au Libéria. D'ailleurs, ce sont des opérations qui ont été extrêmement violentes. Le Nigeria opte pour la carte de la volonté de puissance et veut le faire savoir. Ah, pas c'est sûr, parce que le président nouvellement élu a justement, dans une de ses déclarations, a dit qu'il était contre tout type de putsch, donc contre le putschisme en Afrique. C'est par rapport à cette parole-là, mais nous savons que le Parlement du Nigeria est contre toute intervention au Niger. Mais il faut rappeler que l'interventionnisme au Niger est une violation de la souveraineté du Niger. Car je disais que seule l'Organisation des Nations Unies et seule l'Union africaine et les 2 conseils de sécurité régionale et de l'Organisation des Nations ont la possibilité, je pense, les prérogatives de se pencher sur la question du Niger. Et nous sommes dans un discours à géométrie variable, énoncé essentiellement par une force, une puissance internationale qui, d'un côté, dit que l'intervention de la Russie Justement, Abdelkader Soufi, sur cette volonté de puissance du Nigeria avec le dossier du Niger, on le rappelle, le Nigeria ne dessert plus d'électricité vers le Niger. J'aimerais qu'on écoute l'avis d'Antoine Glaser sur ce retour en puissance du Nigeria dans cette équation nigérienne. Je pense que le Nigeria, en plus, elle considère toujours que le Niger est dans son, un peu, c'est le petit frère voisin, et on sent qu'il y a une vraie volonté du Nigeria d'affirmer une sorte de puissance régionale, et donc je pense que c'est le Nigeria qui est vraiment à l'offensive. Seydi Rabat, on a entendu beaucoup de critiques concernant la France qui ne semble plus la bienvenue en Afrique.
Centrafrique, la crise, on se rappelle de la crise en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, le Niger maintenant. Mais il y a une puissance qui est discrète, les États-Unis, qui ont 1500 hommes dans la région au Niger, 1500 hommes en Niger, avec une base de drones, de renseignement au niveau de la base d'Agadez. Oui, c'est tout à fait exact. Mais ce qui est intéressant dans la comparaison, c'est que dès le début, les approches étaient différentes. Les Américains avaient choisi la discrétion. D'ailleurs, il a fallu l'attaque en octobre 2017 de Tongo, où des soldats, une patrouille américano-nigérienne a été attaquée par les djihadistes et 4 bérets verts américains étaient décédés, pour qu'on prenne connaissance de l'ampleur de la présence américaine. À l'époque, c'était 800 hommes. En 2017, maintenant, on parle de 1000, 1100 personnes peut-être. Mais les Américains étaient dès le début dans une approche discrète, avec une présence dans la partie nord du Niger, et surveillaient beaucoup plus les mouvements terroristes et faisaient beaucoup de surveillance aussi du trafic de drogue. On a des éléments de la DEA, l'agence de lutte contre la drogue, on a des éléments de la CIA qui opéraient avec des drones pour neutraliser certaines figures terroristes. Et ils étaient dans cette approche discrète et leur engagement dans la lutte contre le terrorisme portait essentiellement sur la formation des unités spécialisées du Niger et leur équipement. Bon, les Français étaient dans une approche différente. Eux, ils s'étaient engagés pour dire « nous allons faire la guerre à votre place ». Et comme le choix de faire la guerre à la place des armées des pays du Sahel n'a pas donné de résultats, il est évident que les opinions publiques se sont mises à s'interroger sur l'utilité de la présence. Parce que pour les opinions publiques, la présence française n'est pas à la hauteur, la valeur ajoutée de la présence n'est pas à la hauteur des attentes. Vous voulez dire que il est temps de faire un bilan des forces Barkhane et autrefois Serval sur la solution contre les groupes extrémistes, c'est ça? Absolument. Et quand on fait le bilan, il est mitigé, pour ne pas dire autre chose, puisque ça n'a pas empêché l'extension de la menace terroriste. Aujourd'hui, si vous regardez la menace terroriste, elle est en train de partir des pays du Sahel vers les pays du Golfe de Guinée. Le Bénin et le Togo ont déjà été attaqués plusieurs fois. Et on craint même qu'il y ait une deuxième zone de 3 frontières, c'est-à-dire après la frontière entre le Burkina, le Mali et le Niger, qu'on arrive à une autre zone de 3 frontières avec le Bénin, le Burkina et le Niger. Donc, vous voyez, il y a de ce point de vue beaucoup d'interrogations sur l'approche française. Et je pense aussi que les maladresses diplomatiques de la France, comme on a pu le voir dans le cadre du Niger, faire des déclarations, convoquer un conseil de défense sur le Niger, faire des déclarations à la place de la CEDEAO, à la place du Niger, tout ça a pu alimenter le sentiment de souveraineté, comme il a été rappelé en début d'émission. Il y a aujourd'hui un courant souverainiste qui ne veut pas d'ingérence extérieure dans les affaires africaines. Malheureusement, est-ce que vous pensez que ce mouvement, que ce mouvement souverainiste compte toucher d'autres régions, d'autres contrées africaines? Absolument. Comme le Tchad, par exemple. C'est une lame de fond. Je ne pense pas que ce soit un truc épisodique. C'est une lame de fond, une volonté de revendiquer que les affaires africaines soient gérées par les Africains eux-mêmes. Il y a cette volonté qui est en train de monter dans les opinions publiques et qui s'impose aux États. Au Mali, quand vous voyez les autorités maliennes aujourd'hui, elles sont obligées de suivre leur opinion publique. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, on en arrive là. À mon avis, ça va aller vers d'autres pays, vers d'autres pays. Ça peut être demain le Gabon, ça peut être le Cameroun, parce que les gens veulent qu'on sorte de l'ancien schéma, l'ancien paradigme qui veut que l'ancienne puissance coloniale ait son mot à dire sur la gestion quotidienne, sur le micro-management des États. Et je pense que ce paradigme-là, il doit évoluer et peut-être que le logiciel actuel de relations entre la France, avec lequel la France gère ses relations avec ses anciennes colonies, ne marche plus et qu'il faut sans doute un nouveau paradigme. Abdelkader Soufi, dernière question rapidement. Comment vous voyez le court terme dans la région? Moi, je crois que la France a peur de l'effet domino, parce qu'au-delà de cela, donc ce sont tous les intérêts de la France qui sont engagés, que ce soit sur le plan ressources ou que ce soit sur le plan financier, sachant que
le franc CFA rapporte à Paris l'équivalent de entre 300 et 500 milliards d'euros annuellement. Au Trésor français. Paris a peur. Donc, moi personnellement, je vois qu'il va y avoir encore des renversements de l'intérêt français en Afrique, d'une ou de deux façons, ou par le biais donc de putsch, ou par le renversement, le retournement de veste de chefs d'État contre Paris même. Abdelkader Soufi, merci, c'est le mot de la fin. Malheureusement, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je remercie également Sidi Rabat pour toutes ces explications. À très bientôt. Quant à moi, chers téléspectateurs, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce rendez-vous. Tout de suite, la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à demain.